on va parler des techniques marketing qui sont arrivées, notamment de l'optique, la communication, etc. Et on va parler avec M. Affrelou de l'offre qu'il a lancée en novembre sur le principe de l'offre optique, le chip-chip. La deuxième auditive à 1 euro, avec pour objectif revendiquer de casser les prix, d'attirer de nouveaux clients, de recruter de nouveaux franchisés. Et à cette occasion, le syndicat des audioprothésistes, M. Godino, vous lui avez reproché de manière assez vive de procéder un peu facilement par analogie avec l'optique. Pour l'UNSAF, le succès de l'appareillage repose avant tout sur le rôle de l'audioprothésiste et le temps passé avec le malentendant. Alors, M. Affrelou, comment pouvez-vous assurer la même qualité d'appareillage, de suivi au même prix pour un équipement bilatéral que pour l'appareillage d'une seule oreille? Comment vous faites? Puisque c'est pour... On en a deux pour le prix d'une et on a 2 oreilles de... Donc c'est quoi les questions, excuse-moi? Comment fait un appareillage bilatéral pour le prix d'un seul appareil? On fait, les audioprothésistes font leur boulot. On n'a rien inventé. On fait comme... tout se déroule un peu comme ça s'est déroulé dans l'optique, pour moi, il y a 30 ans. C'est nos concurrents qui ont dit que c'était pas possible. C'est nos concurrents qui ont dit qu'on allait se casser la figure. C'est nos concurrents qui ont dit qu'on était en train de casser le marché. Je pense qu'on était 5000 quand j'ai démarré. Pour être vendu en France, on est 12 000. Donc je ne sais pas si ça a cassé, mais ça a permis de développer. On a vendu davantage de lunettes, on a contribué de manière assez conséquente à la dédramatisation du port des lunettes. Lunettes dans les années 70-80, c'était encore considéré comme une prothèse, c'était un mal nécessaire, on n'avait pas envie de porter des lunettes. On n'avait pas envie de porter, la Sécu remboursait très mal, elle ne rembourse pas mieux aujourd'hui, mais la Sécu remboursait déjà très mal, et pourtant on disait c'est pas un luxe d'être obligé de porter des lunettes, et en plus il faut les payer. Non seulement ça se voit. Alors comment donner envie aux gens d'en avoir plusieurs? Pour une paire, on préférait ne pas payer. On n'avait pas envie de les porter. On aurait payé pour ne pas porter de lunettes. Là, ces gens qui payent des fortunes pour passer au laser pour plus porter de lunettes, ça prouve le rôle, le côté prothèse ou prothétique. Donc voilà, on l'a fait. Je crois que quelques temps après, tout le monde nous a copié. Et je pense qu'il faut arrêter d'être dans un monde hypocrite, le monde en général, je ne sais pas le monde des audioprothésistes. On a fait une tournée, on a organisé, des gens ont organisé des enseignes importantes, une désinformation importante en disant que c'était pas possible qu'on allait se casser la figure, qu'on trichait, qu'on mentait. La plus grande enseigne en Europe et dans le monde fait la même chose depuis que je le fais, pas en France, parce qu'on n'ose pas trop dire. On va le faire en Angleterre, on va le faire en Allemagne. Je tiens à la publicité d'Amplifon qui fait Chin-Chin. Et ils ont même copié la pub. On a mis un mec en photo, j'ai la photo, mais si vous allez sur le site amplifon.uk, vous savez, je vis en Angleterre, donc je me balade un jour, et je tombe sur un chevalet avec une pub, avec 2 appareils auditifs. Je ne vais pas dire comment elle était faite, mais j'ai dit merde, c'est ma pub ça. Et puis je regarde, il y a marqué Amplifon. Alors je regardais, j'étais dans les coups, j'ai dit, je rêve, non. Et on m'a informé que les gens de chez Amplifon se propageaient partout. Chez les ophtalmos. Il n'est pas là, je ne sais pas, il est là, monsieur. Il est là? Il n'est pas question ici de parler d'une enseigne contre une autre enseigne. Là, on parle de généralité, on parle pas d'Angleterre, le marché anglais est extrêmement différent. On m'a posé la question. De toute façon, je ne crois pas qu'il soit dans la salle. Il est dans la salle, il est dans la salle. Voilà, monsieur Darmon, voilà. Vous m'avez accusé, vous m'avez traité, j'ai des témoignages d'escrocs et d'escroqueries. Moi, je ne dis pas que vous êtes une agence de voyage, je pensais que comme il n'était pas là, vous étiez en voyage avec les autoréaux, puisque c'est comme ça qu'on finançait vos relations commerciales. Non, mais on ne va pas rentrer dans ce genre de minutes, on va calmer le jeu et on va aller sur le fond plutôt que sur le... Si M. Darmon veut répondre, il répond, mais après on va arrêter là, parce que sinon ça va partir en... Je dis simplement ce qui m'a été dit, ce qu'on rapporte. Non, mais il va vous répondre et puis après on va passer à des choses. On reproche. Non, mais on ne va pas faire des attaques ad hominem.
Alors, après, vous répondez, M. Darmon, puis après, c'est moi. Écoutez, je réponds en 1 minute. Vous parlez d'un autre marché, vous parlez d'un métier en Angleterre. Je peux vous confirmer que Amplifon, qui est présent dans beaucoup de pays, fonctionne de façon très différente en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne et en France. Nous sommes régis en France par des lois, par des cultures, on l'a rappelé beaucoup, et pour nous, l'approche qui existe aujourd'hui en Angleterre n'est pas adaptée pour la France. C'est point. Donc, que vous vouliez faire des confusions, créer des polémiques pour parler davantage de vous, vous avez le droit, mais ça restera très limité. Voilà, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là. Ce point-là est fini, on s'arrête là. D'accord. Je voudrais juste préciser une chose, que si on regarde d'autres pays à ce moment-là. Le cinéa. Oui. Richard Darmon fait partie du cinéa, donc on était malade, je vais y parler en son nom, mais on peut aussi dire qu'en Suisse, le diplôme n'existe plus du tout. À ce moment-là, on peut supprimer le diplôme de prothèse, si on est là-dessus. Je préfère simplement en train de dire. Je préfère la Flelou quand il était fou, quand il est chichi. C'est bon. Mais ça, c'est votre problème. Oui, je sais. On verra. Moi, j'ai simplement. Monsieur Darmon, vous m'avez dit que vous n'étiez pas au courant de ce qui se passait en Angleterre. Moi, je veux simplement, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On n'a pas le droit de dire que c'est pas possible de gagner sa vie, de faire son métier correctement en vendant une deuxième prothèse auditive pour 1 € de plus et la pratiquer partout ailleurs. C'est ça que j'appelle l'hypocrisie. Mais vous avez le droit de le faire. Simplement. Attendez, si vous continuez à me parler, on va en parler très volontiers. On va pas passer la matinée là-dessus. Mais attendez, je vais répondre quand même. Et après, M. Laflelou, on s'arrête là, d'accord? Okay. Chaque acteur sur le marché peut construire son business model comme il l'entend. Si vous pensez, comme vous l'avez dit, que vous pouvez construire une entreprise en divisant les prix par 2, puisque c'est ça votre modèle, et en multipliant les salaires par 2, puisque c'est aussi ça que vous avez écrit, eh bien écoutez, moi je suis admiratif et j'attends avec impatience de voir l'évolution de votre entreprise. Je vous pose plutôt une question de fond sur votre modèle, justement. À savoir que votre principe, si j'ai bien compris, c'est on baisse les prix et donc on va faire du volume et on va équilibrer comme ça. Mais est-ce que, à la différence de l'optique, en audioprothèse, le client ou le malentendant, est-ce qu'il y a une élasticité au prix? Est-ce que si le prix baisse, forcément vous aurez plus de clients? Est-ce que ça, c'est certain? Le premier mois d'expérience nous le prouve tous les jours. C'est clair et net, et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une étude de marché pour le savoir. Vous équilibrez sans problème. On fait mieux qu'équilibrer. Monsieur Gaudin, oui, écoutez, vous êtes un nouveau venu sur le secteur. Un appareillage auditif, c'est on encaisse la vente de l'appareillage, on a un suivi indissociable sur des années. Et c'est ça l'équilibre qui doit se trouver. C'est pas la vente au premier moment, étant donné qu'il y a une prestation sur la durée qui est importante. Donc aujourd'hui, pourquoi avions-nous mis l'accent sur le fait qu'il y avait une incompatibilité avec la question de santé publique qui était l'appareillage auditif? Bon, écoutez, franchement, vous m'avez surpris parce que vous avez bien bossé avant de venir, donc vous avez rappelé vous-même que même au niveau des pouvoirs publics, c'était maintenant une donnée acquise, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, quand avec mon prédécesseur Benoît Roy, on rencontrait vos prédécesseurs, ça n'avait pas l'impression d'être quelque chose qui était acquis. Donc Étienne Cagnard, le président de la Mutualité, le rappelait d'ailleurs publiquement il y a très peu de temps, que le retour sur investissement du traitement du déficit sensoriel est rapide. Est rapide. Donc ça veut dire que de s'occuper des gens âgés. Docteur Klein, pourquoi des gens âgés? Parce que les 2 tiers des gens dont on s'occupe dans nos laboratoires ont plus de 60 ans. Donc c'est pour ça qu'ils sont quand même prédominants et que ce n'est pas un hasard que ce soit votre ministère, le ministère de Mme Delaunay, pour les personnes âgées, qu'il soit en tête de ce dossier et non pas le ministère de Mme Carlotti pour les handicapés qui sont aussi présents dans notre métier puisque la surdité profonde est un réel et lourd handicap mais qui sont numériquement beaucoup moins nombreux. Donc, question de santé publique parce que, en effet, au-delà de la vente, il y a un vrai métier à assurer derrière.
Et donc l'équilibre, il ne se fait pas sur le mois, il ne se fait pas sur le fait de savoir qu'on a vendu des appareils avec une marge brute, on va parler un peu technique, de 10% ou de 15% au lieu de 50 ou 60, parce que comment on va faire l'année suivante quand on va avoir les gens qui vont revenir différents. Je suis aussi opticien, M. Afflelou le sait depuis hier, j'ai exercé un petit peu les deux métiers il y a 25 ans, et j'ai choisi celui de l'audioprothèse par son côté paramédical. Aujourd'hui, le métier, il est fait, 60% des appareils adaptés en France ne sont dans 25% des centres. Donc, en gros, il y a une espèce de masse silencieuse, qui d'ailleurs a très peu adhéré au réseau, soit dit en passant, comme mon voisin, je n'ai pas non plus adhéré à aucun des réseaux récents. Donc ça veut dire que c'est un métier qui vivait sa vie hors de la vue des pouvoirs publics jusqu'à récemment, puisque depuis 2002 et la prise en compte du remboursement de la stéréo pour l'adulte, les pouvoirs publics n'ont plus rien régulé. Mais c'est quelque chose qui n'est pas tenable, et tous les acteurs le savent, du marché français, on pourra dire un mot sur l'international ensuite, le savent, c'est pas tenable. 5%, 10%, oui, en faisant attention, en réfléchissant, en faisant des efforts de productivité qui sont très faibles chez nous. Il n'y a pas un atelier de montage de verre qui va pouvoir en faire 2 ou 3 fois plus pour presque le même prix. 2 patients, c'est 2 fois plus de temps. On fait tout avec le patient. Le suivi, le patient, il est là dans la cabine. On ne peut pas en avoir 3 en même temps. Donc ça veut dire que les effets de productivité, c'est d'ailleurs un discours qu'on avait tenu avec certaines plateformes, je ne parle pas de vous, M. Tripodi, mais voilà. Donc ce n'est pas un modèle qui est reproductible. Quand on a à côté de cela le fait qu'on a quelqu'un qui est bien appareillé et bien suivi, parce que ces personnes âgées vont avoir des problèmes de santé, vont parfois perdre un proche, et vont revenir nous voir en disant, vous savez, je ne le mets plus, et on va passer 1 heure à nouveau à dire à quelqu'un, mais non, il faut le mettre, et on va le revoir 2 fois. Et tous les gens qui pratiquent le métier au quotidien savent que ces appareillages qu'on a encaissés, parlons d'argent aussi un peu, qu'on a encaissé 2 ans, 3 ans avant, et bien on va passer 1 heure avec quelqu'un, mais ça lui est dû. Et ça, votre modèle ne le permet pas. Donc, on est heureux que vous méditez, avec votre médiatisation, vous parliez de notre secteur. Si hier on est passé sur Europe 1, c'est grâce à vous, c'est pas moi. Jamais Europe 1 n'a fait un sujet sur le congrès. Je le dis aux gens qui se sont posé la question de savoir pourquoi je vous invitais. Je vous invitais parce que vous pouvez aider en effet à ce que l'appareillage auditif augmente en France. Que c'est vrai que quand vous voyez un journaliste et que vous lui dites, mais moi-même j'en ai regardé, vous les aviez pas vus. C'est très bien ça, c'est très bien pour le métier. Le problème, c'est si vous voulez faire un coup. Vous ne pouvez pas faire un coup sur le métier. Parce que c'est pas tant les audioprothésistes, ils s'en sortiront. De toute façon, les gens retourneront chez ceux qui les suivent bien. C'est pas un problème, même si on a un coup. C'est pour les malentendants qui sont derrière que vous ne devez pas faire ça. Et je vous offre la possibilité d'en discuter. Si vous voulez faire un coup et avoir des centaines de centres, vous n'y arriverez pas, ça j'en suis sûr aussi, mais en plus, vous le ferez des dégâts pour la profession. Aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul à faire des promesses choc au niveau des tarifs. Vous avez un de vos concurrents de l'optique qui nous fait du moins 40 depuis 3 ans dans le métier. On n'a pas l'impression qu'il nous ait capté la majorité des clients. En plus, depuis cette année, il nous fait du moins 40 plus une paire de lunettes offertes. On se demande bien ce que ça a à voir avec l'appareillage auditif. Donc voilà aussi, c'est d'ailleurs un acteur de l'optique qui a été introduit dans le secteur de l'audioprothèse par une plateforme. Voilà comment le tout privé peut faire beaucoup de mal à un secteur de santé publique. Donc voilà ce qui est critiquable. Donc le fait que vous intéressez à l'audioprothèse, je suis d'accord, c'est un marché, il est libre, il est même peut-être un peu trop libre sur certains aspects. On va voir si on peut faire quelque chose pour une régulation intelligente, mais que les gens puissent s'exprimer. Mais il faut penser surtout aux malentendants. Hein. On est des professionnels de santé, le docteur Klein en a parlé tout à l'heure, il les voit avant nous, il voit que c'est des gens qui sont en souffrance, c'est des gens qui n'ont pas besoin ils sont dans des problèmes de dépression souvent, hein. Ils sont déjà souvent retirés du monde, ils mettent 8 ans à venir nous voir en moyenne entre les premiers symptômes et l'appareillage. Grâce à des gens qui ont votre programme médiatique, ça peut diminuer. Mais si c'est pour faire derrière un traitement de mauvaise qualité, c'est pas bon. Voilà. Monsieur Afflelou, Monsieur Afflelou, répondez. Vous êtes là pour faire un coup? Vous êtes là pour faire un coup ou pas?
Vous êtes là pour faire un coup ou c'est pour du plus long terme? Un coup de quoi? Je sais pas. Non mais attendez. Je sais pas, un coup de poker. Non mais écoutez, je ne suis pas joueur de poker. Et quand je mets des billes quelque part, vraiment je réfléchis avant. Ça c'est un point. Alors que vous ayez envie d'imaginer un image ou à l'instar de vos confrères ici présents, que je viens pour faire un coup et que ça ne va pas marcher, mais laissez-moi faire. Je vais crever. Tant pis. On en parlera dans 5 ans. On en parlera dans 10 ans. Ok? Alors si je ne dois pas gagner ma vie, c'est pas grave. Vous ne savez même pas quel est notre modèle économique. Ça aurait été bien qu'on en parle, qu'on en discute. En parlez-en justement, président. Non, attendez, c'est un modèle économique, excusez-moi, ceux qui veulent en parler et qui veulent en débattre, qui viennent en parler, en débattre. Je ne vais pas en parler devant 500 personnes. De toute façon, les gens sont convaincus que c'est un coup et que ça ne va pas aller plus loin. Alors, qu'ils ne se fassent pas de mauvais sang, c'est gentil de m'avoir invité. Je ne sais plus là. Non, mais non, ils se posent des questions et moi je ne m'en pose pas sur ce que font les gens. Je dis simplement que je rends plus accessible aujourd'hui, pour certains, parce que vous occupez des malentendants, vous préoccupez de leurs problèmes et de leur santé, je rends plus accessible aujourd'hui l'équipement pour les gens, pour leur permettre de sortir de leur isolement. Point. Si je ne dois pas gagner ma vie, et si je dois disparaître, ben, tant mieux, j'aurais dit j'étais... voilà. Mais si, à l'image de ce qui s'est passé dans le monde de l'optique, dans 5 ans ou dans 10 ans, tout le monde fera la même chose, eh bien peut-être qu'on se rendra compte qu'on a eu tort de cracher. Parce que un professionnel, ce n'est pas parce qu'il vend moins cher qu'il méprise le patient. Ce n'est pas parce qu'il vend moins cher qu'il ne s'occupe pas de son patient. On a des budgets, tous, vous avez des budgets de communication plus ou moins importants. Eh bien, il y en a qui le mettent dans certains domaines. Moi, je le mets dans le domaine pour la communication, l'investissement. C'est une manière de payer pour faire venir des consommateurs chez soi. Ok ? Donc chacun le met où il veut, chacun choisit le moyen dans lequel... Bon. Je pense que notre modèle économique est viable, et plus que viable, et que l'avenir dira si j'ai raison ou si j'ai eu tort. Point. Et si j'ai eu tort, j'aurais dû écouter ces messieurs qui un jour m'ont dit « faites un coup ». Écoutez, j'ai pas l'habitude de faire des coups. Hein, et puisque vous m'utilisez pour ma notoriété, je voulais vous dire que si ça sert au monde des malentendants pour mieux entendre, parce que je suis le seul et le premier à avoir fait une pub pour expliquer que c'était normal de mal entendre à partir d'un certain âge. Jusqu'à présent, on faisait de la pub, tous les confrères, pour expliquer aux gens que les appareils auditifs pouvaient ne pas se voir. Ok? Ou qu'il fallait faire... Excusez-moi, je parle des publicités connues que je voyais, grand public. Je ne dis pas que c'était le comportement des gens, je dis que c'était la communication et l'image que ça dégageait. Donc je ne reproche pas, je ne dis pas aux gens, vous avez eu tort de le faire. Je dis, moi je pense qu'il fallait dédramatiser. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut dédramatiser le fait de mal entendre. Tant mieux si j'ai contribué un tout petit peu à cela, un tout petit peu. Et puis l'avenir dira que Dieu nous prête vie, déjà. Et on verra. Ce qui se passe sur le marché de l'audioprothèse, comment vous le vivez, vous, en tant que médecin? Est-ce que c'est bien, finalement, puisque ça va permettre à de nombreux malentendants d'avoir accès peut-être plus facilement à des aides auditives, ou est-ce qu'il y a des dangers, des risques? Voilà, le point de vue du sage, je pense, médecin. Oui, je vais essayer. Je pense que cette discussion qui est montée brutalement en puissance était nécessaire et salutaire, puisque ça permet toujours de s'expliquer en public, c'est toujours plus intéressant que de le faire en tête-à-tête. Côté médecin, on voit bien que depuis le début, nous avons des patients, et encore certains nous mettent en cause, et vous avez des clients. Et donc sans arrêt, on voit ce curseur qui se balade entre patients et clients. Moi, ce que je souhaite, c'est que de cette modification ou cette apparition de nouveaux intervenants dans la profession, il y a un bénéfice pour le patient. Si au total, le patient trouve quelque chose dans tout cela, eh bien, c'est qu'on aura eu une discussion salutaire. Mais le but d'aujourd'hui, c'est quand même essentiellement le patient, sa satisfaction. Qu'il y ait des publicités, des arguments choquent, on peut le prendre dans tous les sens. Ça choque une morale que de parler de santé, que de parler de business en même temps. Pourtant, on en parle depuis le début, puisqu'on parle des remboursements de sécurité sociale, des plateformes et des contrats d'assureurs. Donc cette discussion qu'on a là actuellement est importante à avoir. Est-ce que M. Afflelou a raison? Est-ce qu'on peut accuser, puisqu'on met directement Amplifon en cause, d'avoir des comportements opposés les uns aux autres? Je pense qu'ils travaillent tous dans l'intérêt du patient
mais qu'il faut essayer de trouver ce que cette synthèse, que cet affrontement peut nous apporter. Il a été dit un mot que j'ai entendu, mais il y a des malentendus, et le malentendu est indispensable à la bonne entente. J'ai cru entendre qu'on parlait des relations entre les ORL et Amplifon. Sachez que la spécialité, dans sa globalité ou dans ses structures dirigeantes, est très attentive à la qualité des relations qu'on peut avoir. C'est vrai que là aussi, on retrouve le lien financier, les conséquences financières et l'éthique médicale. L'éthique médicale doit passer avant tout. Lorsque certaines structures ORL peuvent profiter des sponsorings que vous pouvez nous offrir, c'est toujours dans l'intérêt du patient. Il n'y a pas, c'est à la mode d'en parler, d'enrichissement personnel à l'heure actuelle dans ce domaine. Donc il faut que les choses soient claires et qu'elles soient transparentes. Donc Alain Flelou a une dynamique surprenante, puisqu'on n'est pas habitué à se faire voler dans les plumes comme ça. Mais au total, je suis convaincu qu'il faut en voir le côté positif. Et c'est à nous de s'interroger sur nos pratiques. Alors, on agresse aussi beaucoup le représentant du gouvernement depuis que nous sommes là. Je vais y aller tout à l'heure et j'y étais hier. Je suis responsable pour la spécialité du DPC, développement professionnel continu. Il faut reconnaître que si ça existe, c'est grâce à la signature par le gouvernement actuel du décret. Le développement professionnel continu, c'est la réponse à tout ce que nous avons actuellement discuté. C'est dans une même salle, on va travailler ensemble. Alors j'espère que les audioprothésistes pourront y accéder, mais en transdisciplinaire, on développe des dossiers financés par les fonds de l'industrie pharmaceutique et les fonds médicaux et les fonds salariés pour faire de l'amélioration des pratiques. Qu'est-ce qu'on a? Je suis ici, je vous écoute, je vous découvre souvent. On ne parle pas ensemble, là au moins on échange. Et dans les formations, ça sera des temps d'échange sur la qualité de la prise en charge. L'ORL comprendra mieux l'audioprothésiste comprendra mieux l'ORL. Et on sortira des clichés tout faits. Il y en a un qui est du haut de sa science et l'autre qui profite du système. Donc je crois que l'avantage de M. Flelou, c'est de nous casser un petit peu les pieds, entre guillemets, et de nous casser nos images et de nous obliger à nous remettre un petit peu en cause. Donc au total, il me semble que cette discussion va amener quelque chose à l'ensemble de la prise en charge de la surdité en France. Pour le cinéa, qui est le représentant des enseignes, l'offre commerciale de M. Flelou, c'est une offre normale, c'est le jeu normal de la concurrence, ou vous avez un avis différent, vous qui représentez en fait les autres enseignes, et je ne sais pas s'il adhère déjà au cinéa, M. Flelou, pas encore. Je ne pense pas qu'il ait fait quelques demandes. Non. Le problème d'Alain Flelou, encore une fois, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est un grand communicant. Nous avons tous admiré par le passé. Donc, il arrive avec sa notoriété, il dit des choses fortes, ça ne veut pas dire qu'elles soient vraies. Et le problème est un peu là pour nous, gens du cinéa. C'est vrai que depuis quelques années, cette profession avait un déficit de communication. On peut dire véritablement que nous ne sommes pas très forts dans la communication. Alain Flelou n'a pas tort en disant que pendant des années, on a communiqué sur le produit en montant qu'il n'était pas très visible. Or, ma première intervention a été de dire qu'effectivement, le métier, ce n'est pas ce produit, c'est le service. Notre métier est le service associé au produit. Le produit n'est qu'un élément. Et on n'a pas été foutu pendant des années de parler d'audioprothésiste, ce qui a été un mauvais coup. Mais encore une fois, quelqu'un qui arrive de l'extérieur, même s'il est audioprothésiste et qui pense d'un seul coup à porter des méthodes d'autre part sur un métier qui est très spécifique, parce que, encore une fois, la prise en charge d'un malentendant, c'est se confronter à quelqu'un qui n'est pas reproductible dans l'exercice quotidien. C'est-à-dire qu'une surdité ne ressemble pas à une autre, une pathologie ne ressemble pas à une autre, une presbyacousie est une pathologie, quoi qu'on dise, mon ami Jean-Michel Quint le dira, c'est une pathologie, qu'elle soit naturelle ou pas, c'est une pathologie. La perte des facultés cognitives est très difficile à prendre en charge. J'ai moi-même une de mes collaboratrices qui est appareillée par mon meilleur ami avec qui j'ai créé des sociétés, et qui, pour moi, est, non, je ne pourrais pas faire d'ombre à M. Bisaguet, mais c'est un très bon audioprothésiste. Malgré tout, elle a une surdité fluctuante, elle revient systématiquement
tous les 15 jours, tous les 3 semaines, il faut régler les appareils parce que ça ne marche pas aussi bien qu'elle le voudrait. Et ça vient tout le temps. Alors effectivement, il y a quelques patients qui viendront pratiquement jamais, il y en a d'autres qui viennent tout le temps. Louis Godino vous l'a dit tout à l'heure, un appareillage c'est entre 12 et 15 heures, plus 2 heures systématiquement, pendant toute la durée de vie de l'appareil. Tout ça est pris en compte. Dire que le deuxième appareil est à 1 €, c'est prendre le risque d'avoir des appareils qui sont dans le tiroir. Si on peut assumer ce service, tant mieux. Mais notre vraie difficulté pendant des années, ça fait très longtemps que je suis dans cette profession. Il y a 25 ans, c'était un truc qu'on réglait avec un tournevis. Et la contre-publicité, c'est bouche à oreille de ces appareils dans le tiroir, l'évolution technologique, la prise en charge, l'évolution, les recherches qui ont été faites par les gens de notre profession nous ont permis de mieux prendre en charge le patient. On ne peut pas galvauder ça. Alors, effectivement, c'est provocateur, c'est peut-être pas un coût, il sera peut-être là encore dans 10 ans, mais sur un coût publicitaire, c'est sur la pub qu'on n'est pas d'accord, sur la façon de le faire. Ensuite, il aura peut-être raison, je ne sais pas, mais la prise en charge pour nous, et le cinéa s'est aperçu qu'il fallait communiquer effectivement sur la prise en charge des patients, et c'est important. Monsieur Afflux, je vais vous laisser réagir à la fin, et je fais juste un petit tour de table et vous aurez la parole, faites-moi confiance. Juste, monsieur Bizaguet, sur cette question, dans la poursuite de ce qu'a dit monsieur Bellonnet, sur l'appareillage en lui-même, l'appareillage en sa totalité. Je n'ai pas la capacité intellectuelle ou les capacités financières ou la manière de faire pour diminuer par 2 le prix des produits à l'heure actuelle. Donc le business plan, comme disait Richard Darmon, je ne le comprends pas dans le mode de pratique que nous avons en France. Ça me paraît quelque chose d'inconcevable, à mon sens. On peut regarder les marges des différents fabricants, quand on les regarde en moyenne, ils sont 10%, enfin des prothésistes. Je ne vois pas comment c'est possible. Par contre, c'est pas que vous disparaissiez qui me gênerait, parce que je pense que vous ne disparaîtrez pas, parce que vous avez une assise par ailleurs qui vous permet de survivre, et parce que vous n'êtes pas exclusif dans les centres que vous allez ouvrir, et donc on retrouve un certain modèle qui a existé à un moment où l'opticien était souvent audioprothésiste ou vice-versa. Non, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est l'image que l'on donne de ma profession. Quand quelqu'un vient me dire vous êtes un voleur parce que vous vendez 2 fois le prix, que ça me pose un problème de dégradation de ma notoriété. C'est ça le plus important pour moi. J'y tiens, ça fait 37 ans que je la construis. Je ne suis pas le pape du collège, ni je fais d'ombre à personne. J'ai mon travail avec passion, je l'aime. Je pense qu'aujourd'hui, quand on me dégrade ma notoriété, ça me pose des problèmes. Donc je prends des exemples très simples. Hein. Quand on prend quelqu'un qui dit, voilà, je fais 40% sur un de mes produits. J'ai les devis de cette personne-là qui a augmenté ses tarifs de 30% pour ce type de catégorie, ce qui fait qu'à peu près, il est à peu près dans mes prix. Donc déjà, ça me paraît déjà un peu de la tromperie, un aspect mensonger. Et je trouve ça redoutable, parce qu'elle met en défaut, en réalité, l'honnêteté de la majorité de la profession. Deuxièmement, quand on nous propose une deuxième prothèse à 1 €, je ne comprends pas le modèle plan, sauf que quand j'analyse la situation, je sais que je peux avoir un service extérieur de suivi qui, intégré dans le business plan, fait que nous sommes à peu près au même prix sur le long terme. Oui, mais c'est une dissociation, alors qui n'est pas forcément proposée à tout le monde, mais c'est une dissociation. Je suis contre la dissociation, je veux que tous les patients aient la capacité, quand ils ont un appareil, d'avoir des services qu'ils ont payés. C'est ça qui va permettre à la personne de vivre normalement. Et si jamais il n'a pas de mal de faire, il ne le fera pas. Et donc, je rappelle certains des éléments qui me paraissent un petit peu bizarres. La loi, le conventionnement. On parlait des OCAM tout à l'heure. Le conventionnement devrait être obligatoire. Le fait de respecter des règles devrait être obligatoire. Aujourd'hui, on est audioprothésiste, on n'est pas conventionné, on n'a aucun moyen aujourd'hui coercitif sur vous. Dès que vous êtes conventionné, vous n'avez pas le droit de faire la publicité dans l'esprit. Alors je ne sais pas si l'ensemble des centres dont je parle sont conventionnés, mais je rappelle quand même l'article 3 du conventionnement qui indique que les caisses d'assurance maladie s'interdisent de faire pression sur l'assuré pour influencer son choix au profit, au détriment de tels fournisseurs. Je pense que les OCAM pourraient suivre le même chemin que l'État. Dans ce cas-là, je pense que l'État est pas mal. Deuxièmement, les fournisseurs s'interdisent de faire pression sur les assurés au moyen de colportage, de vente par démarchage et par correspondance, ainsi que par des pressions destinées à drainer la clientèle au moyen de dons de toutes sortes, de pression au niveau des organismes, etc.
je ne me retrouve pas dans un système où je peux vivre comme ça. Pourquoi? Parce que quand j'écoute ça, j'ai des œuvres publicitaires qui conduisent à une incompréhension de ma part sur la qualité du service fourni. Je ne comprends pas comment on peut faire. Sauf à séparer, comme je vous l'ai dit, un service indissociable depuis la prothèse auditive. Je suis respectueux des règles. Ce type de publicité ou de démarchage me semble condamnable. Il crée un flux général, mes patients ne comprennent plus rien. Et je me sens un petit peu, c'est comme un poison qui met en doute mon honnêteté. Voilà. Je voulais juste dire ça avec toute la passion que je peux avoir, et vraiment ça me paraît important. Monsieur Tripoli va vous répondre pour les autres femmes. Oui, d'abord, je me garderais bien de porter un avis sur le modèle économique de notre profession. C'est pas mon job et je n'ai rien à dire là-dessus. Par contre, ce qui compte pour nous, pour les plateformes, pour d'ailleurs les assureurs, c'est est-ce que l'équipement et le service qui a été vendu est de qualité, est-ce qu'il rend le service attendu, est-ce qu'il rend le service attendu immédiatement et sur le temps. Et là, nous avons, nous, une grande opportunité, c'est qu'effectivement, par définition, je parle de carte blanche dans tous les cas, puisque nous n'avons pas de réseau fermé et que c'est l'ensemble des audioprothésistes qui nous remettent avec nous qui le feront, nous avons l'ensemble du marché. Quand nous menons des enquêtes auprès de nos bénéficiaires, on a de ce fait une vision assez globale. Si demain on pourrait identifier que l'un ou l'autre des acteurs, on se rend compte que par des enquêtes bénéficiaires, il y a une mauvaise adaptation parce que très rapidement l'appareil ne convient pas et il faut trouver le tiroir, ou que, comme par hasard, au bout de 4-5 ans, les visites de contrôle n'ont pas été faites parce que tout justement a été organisé pour que ça ne se passe pas, là nous agirons. Et ça c'est notre rôle d'assistance à nos bénéficiaires, et donc on s'y attachera. Aujourd'hui, rien ne me dit que le contrôle, le suivi qui est effectué par tel ou tel ASN ou tel indépendant est plus ou moins bien fait, parce qu'on n'a pas encore ces enquêtes bien abouties sur le temps. Je dirais que nous, si vous admettez le principe qu'on se met aussi là pour être un petit peu, excusez-moi le mot dur, de contrôleur de ce qui se fait pour nos bénéficiaires, n'oubliez pas que c'est eux qui payent et nous qui payons. Oui, les bonnes côtés sont nous pour assurer que la mission, comme on la voit, et comme je l'ai exprimé tout à l'heure en audioprothésiste, soit respectée. On a des impératifs de temps, malheureusement. Je voudrais bien que M. Lafleur réagisse sur les critiques qui lui ont été faites sur la deuxième offre, vos réponses, vos réactions, au-delà de la polémique, peut-être sur le fond. Non. Bon, je pense que la quasi-totalité des remarques qui ont été faites ne sont pas justifiées parce qu'elles ne s'appuient pas sur la réalité. Je ne crois pas que dans le magasin, on majore nos prix de 1%. Non, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je ne vous ai pas mis dans le même sac. On n'a pas augmenté. Je ne vous ai pas mis dans le même sac. Bon, je prends acte. J'ai que nous, c'est facile. On peut vérifier dans tous nos centres, les appareils valent le même prix que chez la quasi-totalité de nos confrères. Parce que cette technique, on la connaît dans l'équipe depuis pas mal de temps, et on sait qu'effectivement, ça se retourne contre les gens qui la pratiquent, puisqu'à la sortie, les gens ne sont pas dupes. Il ne faut pas négliger le positionnement des consommateurs. C'est quelqu'un qui sait agir et qui est informé. Deuxièmement, le deuxième appareil ne vaut pas 1 euro. Je suis désolé. Le deuxième appareil vaut le même prix que le premier. Notre offre consiste à dire que pour 1 euro de plus, si on achète un premier appareil, on peut en avoir un second offert. Ok ? Donc, il ne vaut pas 1 euro. C'est pas dévalorisant. Enfin, je ne vais pas aller plus loin que ça dans le business plan. Mais vous pouvez rire. Écoutez, on verra. Je ne sais pas quelle marge brute vous sortez. Hein, la marge brute, vous savez ce que c'est, vous faites un business plan. Nous sortons à 56% de marge brute. Donc, excusez-moi, je pense que le jour où d'autres secteurs verront à quelle marge on sort en vendant les appareils à moitié prix, j'ai peur qu'on ait affaire là à de vrais distributeurs qui viendront non pas faire des promotions ponctuelles, mais qui viendront agir en permanence sur ce marché ou qui peut-être vendront différemment. Ceci étant, j'entends des choses en disant on se rattraperait sur le fait qu'on impose un contrat. Non mais là, on parle de moi, on parle de notre politique, je n'impose rien du tout. Voilà, donc il faut le dire, parce qu'il y a des informations importantes, nous n'imposons rien,
nous avons imaginé de pouvoir fournir les produits que les gens ont besoin d'utiliser en permanence, sous forme de contrat pour leur simplifier la vie, qui reviendrait à l'équivalent de 30 à 40% moins cher quand ils achètent au détail. Les gens prennent ça, nous on n'est pas contre le fait que les gens viennent tous les mois acheter les piles où ils veulent. Nous on leur a proposé un marché pour faciliter la vie. Ils veulent, ils prennent, mais on ne se rattrape sur rien. Parce qu'à la sortie, si la personne entretient son appareil normalement, au bout de l'année, au bout de chaque année, elle aura dépensé 30% de plus que ce qu'on a proposé. Mais on ne dit pas, si vous achetez nos appareils, pour bénéficier de l'offre, vous devez bénéficier, contrairement à tout ce qui est raconté et colporté à tort. Donc c'est pour ça que je vous dis, on sort à une marge de 56%, on n'est pas loin d'un marge dans lequel on sort dans l'optique. Donc franchement, je pense que si tout va bien, on sera encore vivant, moi je ne sais pas, mais l'enseigne et le programme dans 5 à 10 ans, on sera là. Et que ne croyez pas qu'on attaque le marché. Ne pensez pas qu'on ait décidé de dire on va mépriser le client, on va y enfiler plein, et puis quand il vient, tant pis pour lui, on s'occupera pas de lui. Ça, c'est le discours de on ne peut pas faire des prix et de la qualité. Monsieur, je vous en conjure, vous êtes un homme honnête, je l'entends, je le sens, je vous dis, on peut faire les deux. Aujourd'hui, quand les gens nous disent que est-ce que vous êtes ouvert le samedi, parce que beaucoup de centres sont fermés, nous on travaille. Je ne dis pas que les autres ne travaillent pas, on travaille tous les jours, on travaille pour aller gagner les autres routes, et on travaille aussi sur un marché qui est très concurrentiel, comme tout le reste des marchés. Et je crois qu'on ne prendra pas un appareil auditif, pas un équipement, un audioprothésiste installé. On ne fait que stimuler le marché. Et si vous voulez, monsieur, je vous montrerai à vous, les yeux dans les yeux, je vous ai dit, je vous montrerai ce qui s'est passé en boutique. Je vous ai dit, quand j'ai démarré, il y avait 5000 points de vente. Il y en a 12 000 aujourd'hui. Ok ? Il y aura 5000 audioprothésistes dans quelques années avec le rythme qu'on a. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord globalement avec vous. Je ne sais pas si ça sera un bien ou un mal. C'est pareil, c'est dommage qu'on ne parle pas un peu de la formation des audioprothésistes. On peut en parler. Et des écoles. Et des écoles. Et des écoles. Et du fait. On peut en parler, mais brièvement, parce qu'on a peu de temps. À M. Pizaguet sur la formation, il répond et on s'arrête là parce qu'après on va être en retard. Non, bon, alors je pose pas de questions. Allez-y, je pense que tout le monde est au courant. Sur le numerus clausus, c'est ça? Oui, oui. Bon, alors répondez, M. Pizaguet. Je n'ai pas de réponse ferme à donner puisqu'il n'y a pas de numerus clausus actuellement. Que pour le moment, les directeurs d'enseignement sont souverains par rapport au nombre de personnes qu'ils forment. Que par contre, j'entends des velléités de créer des filières extérieures amenant un certain nombre de personnes ayant eu des diplômes étrangers suite à un stage, permettre à ces gens-là de venir travailler en France. Ils n'ont pas notre diplôme, ils n'ont pas le nombre de points nécessaires, ils ont la nécessité de créer un certain nombre de choses. Pour le moment, le marché n'est pas en demande d'audioprothésistes au point de vue du patient, il est en demande d'audioprothésistes au niveau des gens qui veulent s'installer. Et je le comprends très bien. Et je suis pour qu'il y ait une augmentation des audioprothésistes. Raisonnable. Pas incontrôlé, pas n'importe comment, avec une qualité, avec un suivi de cette formation, avec la possibilité de le faire dans un cadre qui est normal, et pas tout à fait anormal, en utilisant des moyens détournés. Vous évoquez les audioprothésistes espagnols de M. Afflelou, c'est ça? J'ai lu un article comme quoi il suffisait de faire 6 mois chez un audioprothésiste espagnol pour être... C'est ce que j'ai lu. Répondez, M. Afflelou, vous avez un micro là. Après on s'arrête. Non, ils n'ont pas de diplôme comparable, je suis désolé. Il y a eu des commissions qui se sont créées, ils sont Bac+2, ils n'ont pas le nombre de points SCTS qu'il faut, nous n'avons pas la même formation initiale, ils n'ont pas cette possibilité. Le ministère de la Santé, on leur impose de faire un stage de 6 mois. Non, absolument. Il y a eu des commissions et nous avons toutes les difficultés régionales, nous savons très bien à l'heure actuelle, et nous sommes en train de résoudre ce problème à ce niveau-là, que la majorité des gens, hélas, qui sont au courant des réels problèmes que ça peut créer et de la formation que ça entraîne n'ont pas été consultés. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Moi, je suis pour rien. Non, vous n'y êtes pour rien. Mais pour le moment, ça ne s'est pas bien passé pour beaucoup de ces gens-là et on va continuer. On va revenir sur M. Godinot. Quoi qu'il en soit, vous savez qu'on va vite. Un des reproches qui est souvent fait quand même aux audioprothésistes, c'est d'avoir des équipements
un coût élevé, vous êtes à la tête d'un centre, vous êtes aussi chef d'entreprise. Comment faire pour à la fois rendre les aides auditives plus accessibles, respecter la pratique du métier que vous défendez et conserver les équilibres économiques? Vous mettez en cause un peu le modèle de M. Afflelou. Donc vous, quel serait votre modèle en fait? D'abord, il y a des gammes. Je veux dire, on a des appareils auditifs d'excellente qualité à l'entrée de gamme, aujourd'hui classe C, classe D, qu'on peut délivrer avec un suivi de qualité à 900 €, à 1000 €, à 1200 €. Donc des offres ont déjà été faites avec des prix au niveau du ministère. Donc il y a cette possibilité-là. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que de vendre un appareil sans suivi, c'est beaucoup de risques que l'appareil ne serve à rien, quel que soit le prix qu'il ait été payé, y compris d'ailleurs, c'est valable aussi pour les assistants d'écoute. Je voudrais revenir juste sur 2 points ou 3. Dans l'optique, M. Afflelou, c'est pas Chin-Chin que vous avez fait connaître, c'est les montures à prix coûteux. C'est plus ancien que Chin-Chin, beaucoup plus ancien. Vous avez attaqué le marché de l'optique par le discount, et c'est ça qui vous a établi dans les années, je crois, 70-80. Chin-Chin, ça date d'il y a une douzaine d'années, c'est bien après, c'était excellent d'un point de vue marketing, je pense. Mais c'est pas ça qui vous a fait connaître, Chin-Chin, c'est la monture à prix coûtant, et c'est pour ça que vos collègues à l'époque n'ont pas beaucoup apprécié. Donc vous étiez un discounter au début de votre carrière. Deuxième élément, pour les confrères à qui vous proposez ce marché, j'ai du mal moi aussi à comprendre le business plan, parce que de vendre à 50%, de payer un droit d'entrée et de payer des droits de redevance pour utiliser votre nom et votre notoriété, là je ne comprends pas le modèle économique de celui qui signe. Le vôtre encore à la limite je peux le comprendre, mais le leur je ne le comprends pas. Ce n'est pas possible. Il vaut mieux qu'ils en vendent très très peu tout seuls que beaucoup avec vous. Ensuite, pour l'Europe, parlons des pays où on fait n'importe quoi. On n'a pas envie de faire ça en France. On n'a pas envie de faire que telle enseigne qui est sur tel marché, c'est des pubs comme ça. Eurotrack, dont peut-être M. Daudignon ne va pas pouvoir parler parce que c'est... écoutez, je vais vous la passer. En tout cas, le pays où il y a le plus de satisfaction, c'est en France. C'est bizarre, c'est le pays où les assistants d'écoute ne sont pas en vente libre. C'est le pays où jusqu'à maintenant, les gens n'avaient pas des offres dans tous les sens, avec des moins 40 et une paire de lunettes, avec le deuxième à 1 €. Donc je crois qu'il faut peut-être revenir aux fondamentaux et se dire, est-ce que c'est le modèle anglais ou le français? Donc c'est peut-être bien le 2 pour 1 qu'il faut enlever en France plutôt que copier le modèle ailleurs. Dernier point, nombre d'audioprothésistes. 190 appareils par audioprothésiste depuis 10 ans. En Allemagne, 180 appareils par audioprothésiste. Aux Pays-Bas, 240 appareils par audioprothésiste. C'est-à-dire que si on avait la productivité des Hollandais, il faudrait qu'on en ait 500 de moins d'audioprothésistes. Donc, il faut arrêter ça. Si vous ne trouvez pas forcément tous les audioprothésistes que vous recherchez, c'est que votre modèle ne plaît pas aux gens qui font le métier. Monsieur Daudignon, pour les modèles étrangers et le modèle français, vous avez une expérience internationale avec Starkey. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les différents modèles que vous avez pu constater à travers l'Europe? Là, c'est en tant que représentant du SNITEM, puisque en tant que fournisseur d'aide auditive, nous posons la même question, à savoir quels sont les critères de performance dans chaque pays, comment on peut développer le marché. Alors, on a fait une étude européenne dans 6 pays européens, la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, la Norvège et l'Italie, où je dirais la régulation est un peu différente. Si on prend la Norvège et la Grande-Bretagne, c'est un marché d'État essentiellement, où il y a une prise en charge complète des aides auditives. Pour la Suisse, c'était une prise en charge importante, ça a changé. Et puis si on regarde la France, l'Italie et l'Allemagne, la prise en charge est assez faible de la part des pouvoirs publics. On peut voir que la prévalence dans chacun des pays est assez similaire. La prévalence de la perte auditive, c'est environ 8,8% de la population en Suisse et en Norvège, 9,4% en France, 12,5% en Allemagne et un peu plus 11% en Italie. Et ça, c'est lié au fait que la population est plus vieille en Allemagne et en Italie. Donc la prévalence, je dirais, est à peu près partout la même. Si on regarde les taux d'adoption, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui sont équipés, de gens malentendants qui sont équipés, on voit que la France, on a un taux d'adoption de 30%.
Et dans les taux les plus importants sont les pays scandinaves, la Norvège et puis la Grande-Bretagne, où les taux sont de 41 à 42%. En rappelant que dans ces pays, les aides auditives sont prises en charge entièrement. Après, en comparant dans des pays où la prise en charge est identique, l'Allemagne est un peu plus importante que la France, ils ont 34% de pénétration, puis l'Italie 29%. Donc ces chiffres déjà nous montrent que nous ne sommes pas trop mal situés. Si on regarde les États-Unis, l'étude Martrack de 2008 montre que la pénétration elle est de 25%. Donc elle n'est pas extrêmement plus importante. On a fait une étude au Japon aussi, qui est un marché totalement dérégulé. On parle de démédicalisation. Actuellement, le marché de l'auditif au Japon, il n'est pas du tout médicalisé. Mais là, le taux d'adoption, il est de 14%. En tout cas, il n'y a pas de relation entre médicalisation ou démédicalisation et taux d'adoption du marché. Dernière chose, c'est la satisfaction. Je pense que c'est un critère également important de réussite dans un pays. Et donc le taux de satisfaction en France des aides auditives et des appareillages est de 80%, ce qui est très élevé. Le taux le plus important, c'est en Suisse à 84%. Et si on regarde des pays où la prise en charge est totale, comme la Grande-Bretagne et la Norvège, le taux de satisfaction est 72%. Alors, je dirais que nous, on s'intéresse à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour développer ces marchés. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de martingale concernant le développement, mais je pense qu'on n'a pas à rougir des résultats de cette étude qui a été faite au niveau du marché français. Et la dernière petite chose, j'ai essayé de m'intéresser à savoir, puisqu'on parle beaucoup de comparaison entre l'optique et l'acoustique, quels ont été les taux de développement sur ces 10 dernières années de l'acoustique et de l'optique. Alors j'ai été chercher, puisque je ne suis pas un spécialiste de l'optique, j'ai été chercher sur Internet les chiffres d'affaires. Je crois qu'en 2002, les chiffres d'affaires c'était 3,1 milliards d'euros, et en 2012, 5,7 milliards d'euros, grosso modo, ce qui fait à peu près 80% de développement du marché de l'optique. Il se trouve qu'en aide auditive, c'est exactement le même chiffre qu'on a fait sur les 10 dernières années. Le marché, en unité en tout cas, s'est développé de 80%. Voilà, ça je vous donne quelques faits. On va conclure là maintenant. Juste, monsieur le député, vous aviez une proposition alternative à faire aux représentants du gouvernement sur une offre qui pourrait être mise en place, justement pour faciliter l'accessibilité pour les gens qui ont des moyens, disons, moindres. Voilà. Pour tous les gens même. C'est vrai qu'on est déjà dans la discussion avec les services du ministère pour les gens qui dépendent de la CMU-C et même de la CS. Donc ça, c'était une première étape. On avait bien remarqué que le plan de pauvreté annoncé par le Premier ministre en début janvier parlait de la stéréo, mais ce n'était pas suffisant. Mais ensuite, au-delà, il y a un certain nombre de simplifications à faire. Donc je ne sais pas quels sont les modes de travail, mais la fusion déjà des deux sources de prestations légales, qui est la LPPR pour l'assurance maladie et la PCH à la CNSA, donc on a déjà peu de moyens, mais ils sont éparpillés. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont droit à la PCH. Donc voilà déjà des choses relativement simples. Faisons déjà avec les budgets que nous avons pour que ce soit plus simple. D'autant plus que je représente l'UNSAF à la CNSA depuis 4 ou 5 ans et que les ergothérapeutes de la CNSA, ça fait 4 ou 5 ans qu'elles s'arrachent les cheveux avec les appareils auditifs. C'est quelque chose qu'elles ne savent pas traiter. Ce qui est normal, c'est un métier en soi, on en a parlé suffisamment. Et enfin, l'offre la plus importante, je crois que tout le monde doit faire des efforts. Les contraintes budgétaires sont terribles, donc on ne peut pas être crédible si on ne dit pas nous-mêmes, nous, professionnels, nous aussi on va faire l'effort. Nous aussi, on va faire l'effort. C'est de faire une proposition, une alternative d'ailleurs un petit peu au réseau d'assureurs. Là, tout le monde est d'accord, y compris M. Afflelou, pour dire que ça ne s'est pas très bien passé, ça ne se passe pas très bien en général, même si M. Tripoli a une approche qui nous plaît plus. Une proposition donc à l'assurance maladie et à l'UNOCA, qui est le représentant des complémentaires, justement, on devra discuter de toute façon avec elle également, de négocier une offre de qualité à prix fixe.
qui pourraient être proposés à côté des prix libres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se demander en quoi quelqu'un qui veut le meilleur du marché, qui veut un appareil tout petit, parce que lui tient à ce que ce soit visible, qui soit connecté directement à son téléphone, à sa télévision, tout ça c'est pas l'assurance maladie, tout ça c'est pas d'accéder à l'appareillage, ça doit rester libre. Les acteurs du marché doivent proposer des offres à des prix différents, raisonnables, mais qui permettent de vivre avec une concurrence saine. Mais une offre conventionnelle d'accessibilité qui permette de délivrer un produit de qualité connue, qui permette un suivi de qualité et un prix qui devrait être compris entre les prix planchers de certaines plateformes qui ne nous paraissent pas soutenables et le prix moyen du marché qui est de 1 500 €. C'est évident que si on ne propose rien de mieux, ce n'est pas la peine. Donc c'est là cette offre avec un prix limité qui serait connu. Ce serait quoi l'avantage? Pour nous, peut-être que ces plateformes nous laissent un petit peu en paix, se disent, bah voilà, maintenant, il y a un prix. Pour vous, l'assurance maladie, c'est de pouvoir intervenir ou pas en fonction des priorités politiques, de la capacité de persuasion de Madame Delaunay auprès de Madame Touraine et de Madame Touraine auprès de Monsieur Cazeneuve, c'est ça, et etc. C'est en boucle jusqu'au Premier ministre. Et les complémentaires ont un rôle à jouer, puisque vous ne pourrez pas, bien évidemment, combler la différence. Ensuite, derrière, il y aura sans doute aussi à réglementer un petit peu, à surveiller. On a des exercices illégaux, on a des problèmes sur le terrain. Donc ça, c'est réglementé. Ça coûte pas trop cher, ça réglementé, y compris avec une norme qui s'appuierait sur la norme AFNOR que Benoît Roy et Éric Bizaguet ont initiée il y a maintenant 6 ans, 7. Donc cette norme, elle pourrait être le socle d'une certification des centres où tous les 2 ans, quelqu'un passerait pour dire est-ce que vous avez un audioprothésiste, quel est-il, où travaille-t-il, combien d'heures, quel est votre matériel, rien que des choses simples comme ça qui seraient d'ailleurs potentiellement à la charge des labos, parce qu'on sait bien que le ministère n'a pas les moyens de faire ces contrôles. Voilà des propositions concrètes, c'est bien pour ça que vous êtes là, parce que je crois que vous les avez déjà un petit peu entendues. Voilà ce qu'on vous propose pour sortir autrement par un marché pur et dur, parce que dans les secteurs où il y a un marché pur et dur, il y a des gens qui sont très très bien traités en audioprothèse qui payent très très cher, et des gens qui s'achètent un pauvre assistant d'écoute à 50 €, à 10 €, à 300 € parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux services d'un professionnel. C'est ça qu'on ne veut pas voir en France. La réponse de M. Vous attendez pour répondre. Vous n'avez pas de réponse à donner pour cette proposition. Tout à l'heure, voilà, c'est tout à fait dans la continuité du dialogue qu'on souhaite engager. Voilà, maintenant, il faut y aller. On va s'arrêter là maintenant, puisqu'il y a la journée nationale de l'audition qui attend pour intervenir. Je vous remercie tous, les uns et les autres.